Binge Audio. Quand j'étais petite, il y avait un peu quelque chose d'un peu flottant. Une forme de distance sur laquelle maintenant je mets des mots. Une forme de mal-être et parfois aussi d'euphorie. Et je sentais constamment une forme de distance par rapport aux autres, et notamment aux autres garçons. J'ai envie de dire que je me sentais différente, mais c'est un peu simple à dire. C'était un peu plus profond que ça. Myrna est née en Tunisie, au nord de l'Afrique. Depuis son enfance, par tous les moyens, elle a combattu ce qu'on voulait faire d'elle. Il faut que tu accomplisses cet exil et il faut que tu partes en France un jour. Le fait d'être un homme arabe et pas juste arabe, c'était la chose à laquelle je devais échapper. À 16 ans, elle a quitté le pays où elle a grandi, en quête de liberté, mais rien ne s'est passé comme prévu. Quand je suis arrivée, je savais que j'allais mentir. J'étais convaincue que ça allait mal se finir et que j'allais jamais accéder à un bonheur plein et entier. Myrna a vécu la violence et la galère. Elle a traversé des deuils et des ruptures qui l'ont marquée à jamais. Quoi que je fasse, j'étais toujours en train de créer des espaces de double vie. Si je commence à m'hormoner, ça va être vraiment la décision qui va complètement décapiter les rapports que je m'étais créés avec ma famille, avec mon pays. Elle a dû négocier avec le poids des normes pour s'aligner avec elle-même et pour enfin goûter à la joie, à la communauté, à l'amour. Ça a posé les premières pierres de la construction d'un espace où je pouvais me vivre pleinement tel que j'étais. Aujourd'hui, Myrna a une trentaine d'années, elle est une femme trans. Et dans cette série en 4 épisodes, elle va vous raconter son histoire. L'histoire intime de ses exils et de ses dissonances. Pour être soi, on se coupe d'une partie de ce qu'on est. Comment se trouver, oser affirmer qui on est, quand l'image qu'on projette sur nous écorche le cœur. Comment se sentir chéri, entouré, désiré dans un monde qui nous martèle que les corps trans, que les corps racisés sont indignes d'amour. Comment tisser des liens profonds quand la haine des autres et les structures de la société entravent chacun de nos souffles et de nos pas. J'avais un rejet épidermique de tout ce qui me constituait en fait. Avec le départ de son pays et sa transition de genre, il n'y a pas que Myrna qui a changé. Toutes ses relations affectives, avec sa famille, ses amis, les amours de sa vie, tous ces liens, dans tous leurs interstices, ont évolué avec elle. C'est une histoire d'amour rarement racontée. L'histoire d'une émancipation. C'est une manière de se célébrer, je pense. L'autre rive de mon corps. Une série documentaire de Myrna El Sharif et Naomi Titi, réalisée par Pauline Lagache. Épisode 1. Je dois m'en aller. J'ai grandi dans une famille de classe moyenne et voilà, mon père était avocat et ma mère travaillait dans une boîte d'assurance et on habitait dans un quartier populaire. J'ai grandi avec mes cousines et ma sœur. J'étais constamment entourée de femmes, les hommes étaient assez absents. Et c'était des femmes qui étaient toutes assez fortes. Donc il y avait ma mère qui était une femme très forte, avec un très fort caractère, qui prenait soin de sa famille, de ses parents, de ses sœurs, qui avait réussi une forme d'ascension sociale, qui évoluait assez loin de son mari, qui lui travaillait beaucoup, était pas très présent. Et mes tantes, l'une de ses sœurs était une femme lesbienne en Tunisie, donc c'était quelque chose d'assez dissident. Une autre sœur qui avait 2 filles, qui étaient divorcées, et qui donc... il n'y avait pas d'hommes, en fait, dans cet entourage-là, c'était que des femmes. Dans un étage de chez mes grands-parents, elle tenait un club de sport, donc un club de fitness, donc
On faisait tout le temps du sport ensemble. Quand j'étais petite, je me cachais entre les machines, et dans le sauna avec ma cousine, pour échapper aux coups, quand je faisais des bêtises. Et donc ouais, je pense à cette féminité qu'elles m'ont transmise en exemple, qui n'est pas une féminité de princesse, de fragilité, qui n'est pas associée à des caractéristiques sociales de soumission, des femmes assez fortes, qui me permettaient un peu d'exprimer une forme de féminité. Et puis je m'identifiais beaucoup plus à elles qu'aux hommes de la famille. Je me souviens d'un jour où on m'avait envoyé dans la famille un peu loin, en Tunisie. J'avais 8 ans. C'était dans un endroit très reculé où il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, où tous les matins on se levait aux aurores pour aller chercher de l'eau sur une charrette qui était accrochée à un âne. Et le soir, on se réunissait souvent, dans des petites maisons séparées, entre hommes et femmes. Et il y avait donc les enfants évoluaient comme ça dans ce monde un peu entre les deux, donc on avait un peu le choix d'aller vers les uns ou vers les autres. Et on se chauffait avec du charbon de bois qui était posé dans ce qu'on appelle le canoun. C'est une sorte de petit réchaud en terre cuite avec lequel on se chauffait, et avec lequel on chauffait aussi des aliments pour faire par exemple des légumes, etc. Et donc il y avait un soir où j'avais décidé que j'étais la seule enfant à pouvoir accéder à l'espace des femmes. Je m'étais mise une sorte de foulard sur la tête un peu long, j'avais mis une robe par-dessus mes vêtements, Dragon a Dime quoi. Et et où j'ai commencé à danser avec les femmes, où elles commençaient à chanter pour moi, et je dansais comme ça pendant très longtemps. Et j'avais vraiment chassé les garçons, les autres garçons de la pièce, et ils regardaient par le trou de la serrure en rigolant. J'avais dansé, chanté, elles applaudissaient. Et j'avais un peu l'impression qu'elles m'encourageaient dans cette féminité que j'avais beaucoup refoulée. Et après, j'avais tellement dansé, j'avais fait tellement d'efforts que je m'étais, je pense, intoxiquée avec le charbon qui émanait du petit réchaud. Et donc j'avais passé la nuit à être malade et à vomir. Et donc la personne qui s'occupait de moi, Saliha, elle me mettait de l'eau de fleur d'oranger sur le visage pour que j'aille mieux, et elle récitait du Coran. Et le lendemain, elle m'avait dit, on rentrait donc à Tunis, et elle m'avait dit, il faut pas dire à tes parents. Et en fait, je comprenais pas de quoi elle parlait, je pensais que c'était du moment où je dansais. Sauf qu'elle faisait référence au moment où je m'étais intoxiquée, où j'étais malade, et elle avait peur que ma mère la réprimande. Et donc j'étais complètement étonnée qu'elle fasse référence à ce moment-là et pas à celui de la danse. Évidemment, j'allais rien dire, j'ai rien dit, j'étais hyper heureuse. Et c'est vraiment l'un des moments que je ressens aujourd'hui comme étant fondateur dans ma transition, alors que on relie toujours les choses a posteriori, avec une sorte de réflexivité d'adulte. Mais en tout cas, là, ce moment-là, je me souviens comme un moment de bonheur. Et donc voilà, il y avait des moments comme ça où je me sentais alignée, mais tout le reste du temps, je sentais une forme de distance vis-à-vis des autres et vis-à-vis de moi-même. Quelque chose sur laquelle j'arrivais pas forcément à mettre de nom. Mais je sentais en tout cas que cette distance, elle était liée à une forme de féminité qui était assez incontrôlable, qui était quelque chose qui faisait vraiment partie de moi, mais qui n'était pas palpable. Je me rends compte aujourd'hui, en fait, quand je pense à mon enfance, que j'essayais tout le temps d'élaborer des stratégies pour échapper à une forme de masculinité. Le fait qu'on m'ait, par exemple, donné le prénom de mon grand-père quand je suis née, qu'on m'ait toujours dit « tu seras un homme comme ton grand-père ». Et ce que je savais pas à l'époque, c'est que j'essayais d'échapper à une pression familiale, mais c'était aussi une pression de genre. Ça ne me faisait aucun mal d'être rapprochée des femmes de ma famille, d'avoir cette identification, par exemple, à ma mère, à mes tantes, à des femmes très fortes qui évoluaient autour de moi. Mais par contre, quand il s'agissait de mon grand-père, c'était toujours quelque chose d'un peu pesant, que je ressentais comme une forme de prison. Je sentais par exemple que mon père était agacé par parfois mes gestes, ou parfois ma manière de parler, ou les mots que j'utilisais aussi, parce que il y a des mots, en Tunisie en tout cas, il y avait des mots qui étaient très genrés, ou que les femmes prononçaient mais que les hommes ne prononçaient pas. Je pense à un mot, c'est une manière de s'exclamer, c'est « Wouah !»
Et ça, c'était... Un homme ne dirait jamais ça. Mon père était extrêmement terrifié à l'idée que je dépasse comme ça la frontière du genre par le langage ou par des gestes. Je me souviens qu'il me forçait parfois tout le temps à contrôler cette féminité. Par exemple, voilà, une fois, j'étais sortie de la douche, c'était l'été, et puis j'avais pris une douche à l'extérieur et je revenais de la plage, donc j'avais 9 ans. Et j'étais sortie de la douche en nouant la serviette, non pas autour de la taille, mais enfin, sous les aisselles. Et j'étais encore mouillée, puis je marchais comme ça dans la maison, et je croise mon père qui a un geste assez brusque, qui me pousse, et je glisse dans les escaliers. Mon menton percute une marche. Et donc, il décide de m'emmener à l'hôpital, et en fait, je me souviens que je ressentais ça comme une très grande injustice, que dans la voiture, ils me disent pas... ils s'intéressent pas forcément à mon état de santé, alors que je pissais du sang, et que, voilà, j'avais 9 ans, donc j'étais assez inquiète. Mais que tout son propos, c'était on va à l'hôpital, donc il va y avoir des gens que je connais, s'il te plaît mon fils, sois un homme, ne pleure pas, sois un homme, il y a un mot en tunisien particulièrement qui dit ça, c'est konrjouli, ça veut dire fais preuve de virilité. Et on arrive à l'hôpital, évidemment je pleure beaucoup parce que on me recoue le menton. Et là j'ai toujours genre de la cicatrice de ce moment sous mon menton, c'est quelque chose qui est jamais parti. Et qui s'est superposé à la cicatrice d'une opération de féminisation du visage. Et donc quand je regarde toujours ces deux cicatrices, c'est toujours il y a ces deux moments qui se superposent un peu. À plein d'endroits, il y avait ce décalage qui était toujours suivi d'une sanction. Plusieurs centaines de milliers de personnes ont défilé aujourd'hui à Paris à l'occasion de la Gay Pride. Musique et fête, bien sûr, mais aussi revendications. Peut-être ça a commencé plus tôt même, mais je pense que j'irai vers l'âge de 9 ans, je l'ai formalisé, je l'ai formulé en me disant que la France allait être l'endroit, l'espace géographique dans lequel j'allais pouvoir m'exprimer librement, j'allais pouvoir exprimer ma féminité librement, dans lequel j'allais pouvoir me vivre. Dans la foule des centaines de milliers de personnes, gays, lesbiennes, bisexuelles, transsexuelles et hétéros. Et voilà, donc comme j'ai grandi dans un pays qui avait été colonisé par la France, dans un environnement qui était très un peu hybride et ambivalent par rapport à cette France, puisque en fait il y avait en même temps une forme d'idéalisation assez forte, et donc par exemple on regardait la télé en français, on parlait pas vraiment français, mais entre nous, mais il y avait des mots en français. On parlait toujours de la France, des personnes qui allaient en France, c'était des gens qui avaient réussi leur vie. Et quand j'étais petite, par exemple, mon père vivait au début en France, parce qu'il faisait ses études. J'avais cette forme d'idéalisation extrêmement forte, où je m'étais dit, voilà, c'est le pays où je vais pouvoir me vivre librement, où j'allais complètement changer de vie, j'allais plus me cacher, j'allais exprimer un peu tout ce que je voulais. Et voilà, et surtout que, étant petite, j'ai grandi dans un contexte de dictature, donc c'était quelque chose où il y avait toujours une forme de contrôle du langage, de ce qu'on pouvait dire sur les autorités. L'espace public était quadrillé, était très policier, très contrôlé, donc moi j'avais cet exemple un peu de la France, et cet idéal de la France comme étant le lieu de la liberté, quoi. J'étais un peu ridicule. Et donc j'avais échafaudé un plan dans ma tête où je me disais, il faut que tu accomplisses cet exil et il faut que tu partes en France un jour. Et donc tu vas faire un plan pour pouvoir partir. Donc évidemment, c'est pas quelque chose qui est assez simple parce que voilà, pour partir en France, il faut un visa, il faut des études. Bon, j'étais un peu assez lucide en fait par rapport à ça. Et donc je me dis que je vais passer le concours de l'école française pour pouvoir aller à l'école française et avoir le visa plus facilement pour venir faire mes études en France. C'était l'école française à Tunis. Et donc mes parents m'avaient dit, voilà, pour que tu aies ça, il faut que tu travailles, que tu aies une bourse, que tu réussisses le concours. Et donc je m'étais enfermée un été, l'été de mes 10 ans, pour pouvoir passer ce concours et apprendre le français de manière assidue, apprendre à parler français, essayer d'effacer aussi mon accent, essayer de gommer un peu toute forme de tunisianité en moi pour pouvoir en fait accéder à ce concours. Donc j'avais appris par exemple les maths en français, c'était quelque chose que pour moi c'était complètement ouf de se dire
perpendiculaire, enfin, tu vois. Voilà, je passe ce concours et je réussis première. Et donc là, on me dit, voilà, donc vous pouvez venir avec nous, enfin venir à l'école. Et on vous fait sauter une classe, parce qu'en fait, vous n'avez pas le niveau de la 6e, mais plutôt de la 5e. Donc vous allez rentrer directement en 5e. C'était complètement un peu un espace hors de la ville. Enfin, c'était dans un quartier assez riche, assez aisé, dans lequel j'habitais pas. Parce que moi, en fait, avant d'avoir la réponse de l'école française, j'étais allée dans un collège tunisien normal avec tout le monde. Et voilà, j'étais un peu dégoûtée. J'étais là, bon, là, il faut parler arabe. Moi, je me suis cassé le cul tout l'été pour bien apprendre le français, les maths en français, etc. Et puis là, je me retrouve dans cet endroit complètement délabré, parce qu'évidemment, il n'y avait pas les mêmes moyens, les mêmes infrastructures. Donc, quand j'ai eu la réponse et que j'arrive au lycée français, c'était un monde qui était complètement différent. Il y avait, des salles de classe étaient différentes, l'architecture était complètement différente, tout était un peu propre, un peu beau. Il y avait une cafétéria, un self, une cantine, toutes les choses qu'il n'y avait pas dans le lycée tunisien. C'était très très grand. Voilà, il y avait des codes vestimentaires, il y avait des attitudes, des manières de parler qui étaient vraiment différentes. Et donc j'arrive dans ce collège-lycée avec vraiment plein d'espoir en me disant waouh, ça y est, c'est fini, le calvaire est fini. Bonjour la France. En fait, je me retrouve dans ce monde où il y avait soit des Tunisiens riches, soit des Français, soit des enfants d'expats. Ou d'ambassadeurs, de diplomates, etc., qui n'étaient pas forcément européens, mais qui se retrouvaient tous là. Et donc, assez vite, je fais les premières expériences de racisme. Je crois que j'avais compris assez vite que j'allais être perçue différemment au sein de cet espace. Et qu'en fait, ce que j'imaginais comme étant une libération était aussi était une deuxième prison. Enfin, je me souviens, j'étais arrivée un vendredi et le lundi qui a suivi, j'étais dans la cour. J'essayais de pas avoir l'air trop incongru, enfin je sais pas comment dire, pas trop bizarre, de me faire des amis, de discuter avec des gens. Et il y a deux garçons qui viennent, donc deux garçons français, qui me tirent par le bras et qui m'emmènent aux toilettes et qui commencent à me mettre la tête dans les toilettes en disant on va te nettoyer ta petite tête de pédé, de bougnoule, t'aimes bien, est-ce que t'aimes ça, enfin dans une attitude extrêmement violente. Et à partir de là, en fait, on va m'appeler Chioten, du nom des chiottes qui m'avaient baptisé. Pendant des années, je crois que ça m'avait suivi jusqu'au lycée. Et donc, il n'y avait plus aucune possibilité pour moi d'échapper à ce moment. C'est bizarre parce que je me souviens très très bien de la sensation que j'éprouvais avec ma tête qui touchait le rebord des toilettes et qui en fait c'était tout lié à tout un tas de trucs, de puanteur. Enfin, un imaginaire un peu raciste de la part des enfants. Enfin, personne ne savait que c'était par racisme en fait que ces garçons m'avaient mis la tête dans les chiottes. Enfin, tout le monde pensait que c'était parce que j'étais une personne féminine et au fond que je le méritais. Il y avait ce truc un peu culpabilisant, que je devais porter la culpabilité de cet incident de cette agression que j'avais subie et que la donnée raciale, elle était complètement tue. Enfin, pour moi, c'est un peu là que je débute mon adolescence, par ce moment-là où je m'étais vraiment sentie, où tout s'effondre en fait. J'avais l'impression que tous les rêves que je m'étais construits pendant mes insomnies, quand j'étais petite, pendant mes prières, dans mon lit, que à ce moment-là, en fait, j'allais être confrontée à quelque chose que je n'avais pas nommé, que je n'avais pas identifié et qui était le racisme. Ma manière de me présenter aux autres devenait en fait soumise à ce racisme-là. J'en parlais pas à mes parents beaucoup. Et donc je subissais tout un tas d'incidents comme ça qui sanctionnaient ma féminité. En tout cas, je le vivais comme ça, sans que
aucun adulte ne fasse son devoir de protection. Enfin, je sais pas si c'est un devoir de protection, mais en tout cas, ne fasse acte de protection. Par exemple, je rentrais souvent à la maison avec de la salive, du crachat dans ma trousse, des trucs gribouillés sur mes cahiers à mon insu, des choses, des aliments dans mon sac. On piquait mes lunettes pour les casser, puis après on s'amusait à me taper sur la tête pour les voir tomber, me voir par terre en train d'essayer de les ramasser. Tout un tas d'humiliations en fait qui était une forme d'apprentissage de la masculinité, mais aussi un apprentissage de ce que c'est que ma position raciale. Donc c'est deux choses qui se sont construites de manière assez concomitante. J'ai commencé à avoir des amis, par exemple j'ai commencé à avoir un ami qui s'appelait Anis quand j'étais en quatrième. Et donc c'était une personne très très féminine, même encore plus féminine que moi à l'époque, qui lui en fait n'avait vraiment avait fait de cette féminité une grande force et ne se laissait pas du tout intimider par les autres face à ça. Donc on était devenus très très amis de manière assez fusionnelle. Je l'emmenais même le week-end chez mes grands-parents. Donc là, mon grand-père a commencé à avoir un peu d'un mauvais œil cette féminité qui grandissait en moi, et en se disant voilà, il est gay, il est homo, enfin j'en sais rien. Je sais pas quel mot il a utilisé dans sa tête, mais... Et en fait, on était souvent aussi dehors ensemble, en dehors du lycée. Quand je dis lycée, c'est collège-lycée parce que c'était un peu les deux. Et donc je me sentais beaucoup plus forte quand il était là. Et je développais aussi beaucoup de sentiments pour lui, des sentiments amoureux, une forme d'attirance sexuelle. C'était assez fort, mais il s'était jamais rien passé. Et lui, en fait, du jour au lendemain, il a arrêté de me parler quand on était en seconde, donc plusieurs années plus tard. Et j'ai jamais su pourquoi. Je pense que je le saurai jamais. Soit ma féminité était devenue embarrassante pour la sienne. Peut-être il était fort, mais qu'il avait quand même porté cette féminité un peu en fardeau parce que voilà, c'était quelque chose de pas facile à vivre dans l'espace public, et que quand on était deux, c'était très compliqué. Parfois, on se recevait beaucoup d'insultes, mais on n'y faisait pas attention, en fait. Et peut-être que ça l'a affecté. Enfin, ça me rappelle un peu des situations d'aujourd'hui où quand je suis dans l'espace public avec d'autres femmes trans, je me sens beaucoup plus... Parfois, je me sens plus forte, mais je me sens aussi plus vulnérable parce que je pense qu'on est beaucoup plus cloquable. Enfin, on devine beaucoup plus qu'on est trans. Et il y avait un peu de ça, je pense, avec lui. Enfin, on était deux personnes très féminines dans un espace très soumis à la masculinité. Et peut-être que c'est pour ça qu'il a arrêté de me parler, mais c'est une piste comme une autre, ou peut-être qu'il était aussi attiré par moi, mais qu'il voulait pas assumer sa queerness, Et à ce moment-là, j'avais aussi rencontré une fille dont j'étais tombée amoureuse, qui s'appelait Natacha. C'était une adolescente qui correspondait vraiment aux critères de beauté, parce qu'elle avait la peau très blanche, elle était ukrainienne, et elle était très belle, elle avait de grands yeux, une très belle bouche, voilà, mais qui était toujours sanctionnée pour une forme d'étrangeté sur laquelle j'arrive pas à mettre de mots, donc on s'était un peu retrouvés dans ce champ de l'étrange un peu, et on s'était beaucoup rapprochés, et puis on avait eu une histoire, on était sortis ensemble. Et elle avait beaucoup beaucoup de mal à assumer ça au début au lycée, parce que j'étais chiotaine, quoi. C'était pas forcément la personne avec qui... Puis j'étais vilaine. Enfin, j'étais perçue comme extrêmement vilaine. Genre, on me le disait très souvent. Après, je pense que c'était aussi, encore une fois, une vision un peu raciale. Mais bon, pas que, parce que j'étais anorexique. Je mangeais pas, je me faisais vomir. J'avais envie de disparaître. J'avais un mal-être qui était constant. Donc j'étais très, très chétive. J'avais le regard, le visage très anguleux. J'étais pas une personne agréable à voir, et puis même on me faisait participer à des concours entre guillemets de moche, ou de qui est la personne la plus moche,
Et je gagnais jamais, mais j'étais bien placée, quoi. Je faisais des petites remontadas. Et donc, j'étais pas une personne avec qui on pouvait s'afficher fièrement. Et je pense que pour Natacha, c'était un peu ça. Mais voilà, ça l'empêchait pas de me voir et puis de m'assumer petit à petit. Et même, je pense que cette relation m'a donné une forme d'épaisseur sociale qui m'apaisait un peu aussi. Et avec elle, en fait, je m'exprimais un peu librement. Je parlais de ma féminité, je parlais voilà, de mon attirance parfois pour les garçons. Elle-même aussi me parlait d'attirance qu'elle avait pour des filles. Et en fait, on s'était créé un peu une sorte de cocon assez rassurant et assez doux. Et elle, j'avais continué à la voir jusqu'à la fin du lycée, quoi. Quand j'avais 14 ans, j'avais une amie qui s'appelait Anna, qui était roumaine et qui vivait en Tunisie. Elle était sujette à des troubles psychiatriques d'ordre schizophrène. Enfin, elle entendait souvent des voix, elle était assez perturbée par ces voix. Je m'étais liée d'amitié avec elle. Et un jour, elle savait donc que je voulais changer de mon prénom. J'avais toujours exprimé en fait ce dégoût pour mon prénom d'origine, de naissance. Et un jour, elle était revenue et elle m'a dit « Ah, tu t'appelles Myrna ?» Ça lui était venu en rêve. Et moi, j'avais pas compris au début, j'étais là, c'est très bizarre. Mais en fait, assez vite, je me souviens que dans la journée, j'avais dit que je m'appelais Myrna à d'autres personnes et à d'autres amis assez proches. Et en fait, les gens avaient suivi. Mais il n'y a pas eu vraiment de moment où j'ai réfléchi à quel prénom j'allais avoir. Il n'y avait même pas la question du genre qui se posait. Enfin, c'était ce prénom que j'avais choisi. J'avais pas du tout mis en mots le fait que c'était un prénom féminin. Pour moi, c'était simplement le prénom qui m'avait été attribué par cette personne. Et il y avait eu une sorte aussi de quiproquo ou en tout cas de malentendu sur l'orthographe du prénom. Et c'est pour ça qu'il s'écrit de manière étrange aujourd'hui. Mihena. Elle l'avait appelé de manière différente et moi j'avais mal compris. Mais en tout cas voilà, ça a fait ce prénom. Alors mes proches m'appelaient comme ça, mes amis m'appelaient comme ça. Bien sûr ma famille n'avait jamais entendu parler de ce prénom. Puis je m'étais un peu enfermée pendant l'adolescence, j'étais devenue assez renfermée sur moi-même vis-à-vis de mon environnement familial que je trouvais violent, plein de disputes, de mal-être. Voilà, mes parents s'étaient pas encore séparés, mais entretenaient une relation assez violente verbalement. Et donc en fait j'étais un peu toujours dissociée par rapport à cet environnement, donc je leur disais pas ce qui m'arrivait. Donc vers l'âge de 14 ans, à ce moment-là il n'y avait pas internet partout, enfin on était un peu en retard. Je profitais en fait de ces jours chez mon grand-père, qui lui avait un ordinateur, etc., pour aller sur des sites de rencontres et correspondre avec des mecs à l'époque, parce que c'était ça qui... je sais pas pourquoi. Et donc en fait, j'avais commencé à connaître des gens en dehors du cercle du collège et du lycée, parce que j'étais en seconde. Et donc j'ai commencé en fait à rencontrer en fait plein de gens dans le centre-ville. Enfin, le centre-ville, c'était un espace qui, à l'époque, était bizarrement un peu en dehors de la ville. Parce que voilà, c'était pas un endroit où les gens habitaient beaucoup. Enfin, c'était plus un endroit où on circulait pour aller dans des cafés, pour aller dans des bars. Et encore, c'était pas les bars bourgeois des zones qui sont plus près de la mer, mais c'était des espaces un peu queer, mais pas au sens queer du terme, mais plus un peu étranges.
Et donc on se retrouvait comme ça, donc je commençais à avoir un petit groupe de gens que je fréquentais, qui étaient beaucoup des femmes trans, des hommes gays très efféminés, avec lesquels en fait j'avais parfois des petites ambiguïtés amoureuses, mais ça allait pas vraiment plus loin, enfin en tout cas dans ce cercle-là, et beaucoup de personnes travailleuses du sexe. Et c'était extrêmement vivifiant, libérateur pour moi. Et ça me faisait beaucoup poser de questions sur la manière dont j'allais pouvoir vivre ma sexualité et mon genre en France. En fait, ça me laissait apercevoir un monde où des personnes comme moi existaient dans mon pays d'origine, donc c'était assez perturbant. C'était la première fois que j'imaginais qu'on pouvait exprimer une dissidence de genre sans que ce soit dans une tristesse ou dans quelque chose de très répréhensible ou quelque chose qu'on doit garder pour soi. Enfin, c'était quelque chose d'éclatant, quoi. La manière dont on évoluait dans l'espace public m'a appris des stratégies de contournement, des stratégies de survie dans cet espace public qui nous était hostile parce qu'en fait, on était, tel que nous existions, on était soumis en fait à de la prison ferme, 2-3 ans de prison, des traitements assez durs, donc des fouilles anales, pour déterminer si on était des personnes queer, homosexuelles ou quoi. Et donc en fait avec ces personnes j'avais appris à éviter la police, j'avais appris à réagir si je me faisais interroger par la police, à répondre à la police en cas de contrôle, et en fait les contrôles étaient permanents. Surtout quand on était en groupe, les contrôles étaient permanents, donc fallait toujours... Pour moi, il fallait jamais que j'ai mes papiers sur moi parce que comme j'étais très petite, on risquait d'appeler mes parents. Toujours repérer là où il y a un camion de policiers qui interroge des gens, etc. Il y avait des endroits où on pouvait pas aller pendant un certain temps parce que c'était des endroits qui étaient identifiés comme étant queer, et donc on devait aller à d'autres endroits pendant un certain moment, parce qu'il y a des endroits qui étaient ciblés pendant une période donnée. Aussi, dans mon cas, c'était toujours avoir un nom de parents de substitution qui n'étaient pas les miens. Parce que quand on te contrôle là-bas, à l'époque, on te demande toujours le nom de ton père et le nom de ton grand-père et le nom de ta mère et le nom de ton grand-père paternel. Et donc, du coup, il fallait toujours avoir des noms qui viennent tout de suite pour qu'en fait, le policier n'ait pas de doute. Et ne pas avoir, bien sûr, de trucs sur soi compromettants, quoi. De la drogue, je sais pas, des préservatifs, des choses comme ça. Des hormones. Et on traînait toujours dans des espaces queer, gays, donc du centre-ville, des espèces de cafés où il y avait des arrière-cafés. Donc le café, en fait, d'apparence, c'était un café complètement normal. Et on passait derrière un rideau, et là, il y avait un espace où des personnes queer existaient, discutaient, écoutaient de la musique, des espaces de socialisation et un peu de fête. Et donc on sortait parfois de là, il y avait des sortes de barrages policiers, où on se faisait contrôler, certains se faisaient emmener, certaines aussi surtout se faisaient emmener parce que c'était toujours les personnes les plus féminines qui en pâtissaient. Dans ces amitiés-là, j'avais aussi commencé en fait à avoir des micro-manières de nommer ce que j'étais, et des micro-manières d'entrevoir un peu ma transition. Et j'étais genrée au féminin, mais tout le monde était genré au féminin. Enfin, c'était aussi une sorte de slang que de se genrer au féminin, mais même si, parmi nous, il y avait des personnes, je pense, qui se considéraient comme des femmes, je ressentais en fait une identification très très forte, et notamment aux personnes trans. Et les personnes trans étaient dans une forme aussi de transition qui était assez différente que celle qu'on vit aujourd'hui en France. Enfin, parfois, la féminité était pas assumée en tant que telle dans l'espace public, les hormones, c'était pas quelque chose de fréquent. Le genre n'était pas forcément abordé de cette manière-là. D'ailleurs, je sais même pas s'il existe un mot en tunisien pour dire femme trans. Enfin, peut-être aujourd'hui il y en a, mais en tout cas à l'époque il n'y avait pas forcément de mots pour le dire. Il n'y avait pas de mots pour dire, pour la transidentité. Enfin, déjà l'homosexualité était quelque chose de très très compliqué à vivre, mais tout était un peu dans le même sac. Enfin, c'était un peu, je pense, le sac de la féminité dans les corps masculins, enfin des corps perçus comme masculins. On savait qu'on avait tous, on portait une forme d'étrangeté, d'incongruité, et qu'on la portait en communauté.
Mais il n'y avait pas forcément de projection identitaire sur qui on est. Est-ce qu'on est des femmes trans? Est-ce qu'on est des hommes gays? Est-ce qu'on est des... Enfin, il n'y avait pas trop ce questionnement-là. Et puis elle, beaucoup plus que moi, elle était dans des questions de survie. C'était surtout les questions économiques qui étaient centrales dans ce groupe, quoi. C'était... Notre féminité n'allait pas s'exprimer de la même manière selon qu'on allait gagner de l'argent avec ou pas. J'ai commencé aussi à rencontrer des hommes, beaucoup d'hommes plus âgés avec qui j'avais des relations sexuelles. Et en fait, petit à petit, ça a un peu aussi dérivé vers des relations sexuelles qui étaient tarifées et qui... au fait, je faisais moi-même du travail du sexe, surtout avec des hommes blancs européens qui venaient dans ce but, pour trouver des petits garçons de 14 ans, quoi, avec qui ils auraient des relations sexuelles. À l'époque, j'avais pas forcément conscience que c'était quelque chose de grave. J'avais juste l'impression que c'était juste quelque chose qui se faisait dans mon entourage et dans les personnes que je fréquentais. Enfin, c'était un peu un sujet, le fait que je sois jeune, mais en fait, dans notre dynamique, on évoluait comme si on était des personnes qui allaient vivre des choses extrêmement graves et extrêmement dures à porter, et qu'en fait, ça, c'était pas grand-chose, et qu'il fallait que, dès le plus jeune âge, je sois déjà prête à faire des choses qui étaient assez dur, même si c'était pas vécu de manière forcément toujours dure. Je me souviens très bien la première fois où j'ai été confrontée par exemple à un homme qui voulait me payer pour du sexe. Enfin, je me souviens très bien que je le vivais de manière extrêmement joyeuse. Et quand j'y pense aujourd'hui, ça me terrifie parce que avant ça, j'avais jamais envisagé la chose, mais il y a eu ce moment-là où vraiment, je me suis sentie vraiment valorisée. C'était presque comme un jeu, quoi. En fait, je pense qu'inconsciemment aussi, en se destinant à une vie queer, au sens d'une vie, une vie en marge, en tout cas pour la Tunisie de l'époque, on se sentait aussi prête à subir des choses qui n'étaient pas forcément faciles. Il y avait ce truc un peu de prendre sur soi et d'aller un peu de l'avant, et même si ça nous pousse à faire les choses les plus graves. Peut-être que ça s'est pas fait consciemment, mais j'avais l'impression que je me rétribuais un peu du racisme que je subissais au lycée. Subir du racisme du fait de mon appartenance raciale, et d'un autre côté, d'un coup, être valorisé pour ça. Enfin, c'est une dynamique qui est extrêmement mortifère et extrêmement déroutante, mais le fait est que c'est ces deux cercles en fait qui se sont alimentés. Ce qui permettait en fait de dissocier complètement, c'était que la manière dont on percevait les Européens était complètement un peu entre l'idolâtrie et le mépris. Et en fait, dans cet entre-deux, quand on est enfant, parfois on n'arrive pas à garder son agentivité, sa capacité d'agir, et on est complètement abusé, parce qu'en fait, au final, quand on y pense, c'est aussi des situations d'abus qui sont très graves. Mais voilà, la manière de les vivre est forcément ambivalente. Je pense que c'est aussi, ça a conditionné ma sexualité pour plus tard, et ma manière d'appréhender mon genre et ma race. Je pense comme beaucoup de gens dans ces espaces nord-africains, en fait, sans le vouloir, j'avais intégré l'impérialisme, enfin des rapports d'impérialisme assez forts, où ma valeur en tant que personne racisée, c'était le fétiche qui projetait sur moi. Il fallait trouver une manière de monétiser ça. Dans le cadre d'une géographie politique globale de la domination, le tourisme sexuel post-colonial est héritier de la prostitution coloniale et impérialiste. Dans ces deux contextes, les rapports sexuels entre dominants et dominés étaient en effet régulés par des dispositions matérielles et symboliques foncièrement asymétriques, qui faisaient des dominés des objets de fantasme et de désir à disposition des dominants. Sur le plan symbolique, les cultures coloniales et impérialistes
notamment véhiculée par la littérature, les images, les chansons, présentait les territoires sous domination comme des lieux d'intense expérimentation sexuelle, sorte de paradis sexuel où aucune censure ne s'exerçait plus. Sur le plan matériel, la mise à disposition de ces corps autres, fortement essentialisés, les transformait en objets sexuels consommables, en marchandises dont l'acquisition était facile, anodine et peu onéreuse. L'institutionnalisation de la prostitution a ainsi conduit à territorialiser des lieux de désir puissamment racialisés, où pouvaient se réaliser tous les fantasmes, y compris et surtout ceux interdits dans les métropoles respectives des clients, où l'âge, le genre, le statut socio-économique et le consentement intervenaient bien davantage dans la définition des partenaires sexuels autorisés et tenus pour moraux. Jean-François Stazac et Christelle Tarot. Sexualité, identité et corps colonisés. Donc il n'y avait pas forcément de mise en mots très précise sur un rapport colonial, mais en fait on savait que on correspondait à une idée d'un fétiche hérité de cette période-là. Parce qu'en fait on savait ce que les Français avaient fait, on savait qui étaient les Français pour nous. On connaissait aussi les données de base, à savoir que eux, ils peuvent venir chez nous sans visa, parfois même sans passeport, avec juste une carte d'identité pour se taper des garçons de 14 ans, et que nous, on pouvait même pas accéder facilement à la France, prendre juste un avion et venir en France. Toutes les personnes que je fréquentais à ce moment-là avaient aussi pour rêve de venir en Europe. Mais évidemment, c'était pas possible pour elles. Et voilà, entre nous, c'était un peu la course à qui allait trouver le client le plus riche. On en rigolait beaucoup, on se moquait beaucoup de leur manière de parler, on se moquait beaucoup du fait qu'ils nous parlent français. Il y en avait qui parlaient français moins bien dans le groupe et donc on se moquait aussi d'elles. Enfin, on rigolait entre nous de ce rapport à la France qui était extrêmement ambigu. Et puis moi, j'étais un peu considérée comme la petite française parce que bon, j'étais au lycée français. Pour faire face aussi à ce contexte, à cette répression policière, à cette répression sociale, il fallait vraiment être un peu droit dans ses bottes. Donc voilà, elles étaient très fortes, très, très moqueuses et ricaneuses. Puis surtout avec un effet de groupe très ricaneur. Ouais, dans la shade un peu. En tout cas, on parlait pas entre nous de moments de tristesse, on avançait tout le temps. Rien n'était à prendre au sérieux, quoi. Mais tout en étant consciente des dangers, quoi. Tout se passait un peu comme j'avais prévu, donc j'ai eu le bac à 16 ans. J'ai été acceptée dans une école en France, donc j'étais allée préparer mon petit visa et j'avais fait mes petites valises. J'avais un peu d'argent moi-même, j'avais de l'argent du TDS et ma mère avait beaucoup économisé aussi pour moi. Et mon grand-père m'avait donné des sous aussi. Ma famille m'encourageait dans ce projet. Alors oui et non, parce que j'avais quand même 16 ans. Donc c'était pas quelque chose d'hyper simple. Donc en fait tout le monde me disait oui, il faut que peut-être que tu restes les premières années ici, puis après voilà tu fais une école en Tunisie, puis après tu pars petit à petit, etc. Et moi en fait j'étais pas du tout là-dedans. J'étais là en fait non, là j'ai le bac, j'ai le visa surtout. Maintenant il faut que je parte. Et tout le monde me disait non mais alors du coup peut-être pas, ne pars pas à Paris, va dans une ville plus petite où il y a plus de Tunisiens. J'étais là hell no. Cela, non, justement. Et en fait, j'avais un oncle à Paris. Donc j'avais un peu mis ça en avant pour pouvoir dire, voilà, je vais pas être seule, je vais avoir mon oncle, mes cousins, etc. Et je savais qu'en fait, j'allais pas forcément... Enfin, en tout cas, dans ma tête, j'allais pas revenir. C'était un rêve qui s'accomplissait et un rêve... pas seulement du point de vue de ce que j'allais pouvoir exprimer de mon genre, de ma sexualité, etc. C'était aussi, voilà, pour moi, je laissais même derrière moi le racisme, en fait. Alors que pas du tout.
À suivre.